Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire conjoint Flash Systems et Infidem. Donc, merci d'être avec nous cet après-midi. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous pour notre présentation sur comment transformer les informations collectées en renseignements. Donc, pour commencer aujourd'hui, je peux peut-être laisser mon partenaire de présentation aujourd'hui se présenter. Ça fait que Mathieu, je vais passer à ta slide. Et donc, on peut peut-être te laisser te présenter pour commencer. Parfait, merci beaucoup, David. Bonjour à tout le monde. Très rapidement, qui suis-je? Je suis le fondateur de Infidem Forensic, alors deux sociétés de services conseils qui sont maintenant partie intégrante d'un groupe mondial, Atos. Je suis par définition un entrepreneur. J'en suis à ma troisième entreprise que j'ai bâtie dans le passé, dans les 25 dernières années. J'ai un bagage d'environ 25 ans d'expérience en cybersécurité, des trois entreprises ayant été dans le domaine de la cybersécurité. Donc, c'est un sujet que je connais bien au niveau managérial, que je connais bien au niveau aussi finance, économique, étant donné que mes premières études ont été dans ce domaine. Donc, j'ai toujours un petit regard un peu différent de quelqu'un qui pratique uniquement le métier de cybersécurité. Je vais apporter une dimension business, je vais apporter une dimension économique à travers mes échanges avec vous aujourd'hui. Excellent. Ben, merci Mathieu et je me présente aussi rapidement. Donc, David Etu, je suis chef de la recherche chez Flare Systems. Ça fait environ 10 ans que je fais de la recherche sur les marchés illicites, l'impact des technologies aussi sur le crime. Et en gros, mon expertise, donc, c'est de comprendre où sont les délinquants en ligne, comment est-ce qu'on peut comprendre leur activité et comment ça peut nous aider à prévenir les attaques de délinquants. Donc, aujourd'hui, à travers la présentation, on a un menu quand même assez chargé pour seulement environ 30 minutes devant nous. Et on va parler, en fait, on va essayer de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on peut protéger vos données sensibles. Et j'ai mis en parenthèse sur le Dark Web parce qu'on va en parler, mais c'est pas l'entièreté de la présentation. Et si vous avez des questions durant notre présentation, n'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat qui est à la droite de l'écran. Nous n'allons pas les prendre tout de suite, on va y répondre à la fin. Et soyez sans crainte, donc tous les messages que vous mettez vont être privés. Donc, ça devrait seulement être nous qui les voient et ça nous ferait vraiment plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, le but aujourd'hui, c'est de parler un peu rapidement du Dark Web parce que c'est un sujet qui intéresse toujours beaucoup les gens. Ensuite, on va parler un peu plus de DRP ou de justement comment est-ce qu'on est capable de faire cette surveillance en ligne. Je vais vous présenter rapidement notre outil à l'interne chez Flare Systems qu'on utilise pour justement faire ce DRP-là. Et Mathieu va aussi parler donc de comment est-ce que tout ça s'intègre dans une offre de service gérée. Et Mathieu, comme il disait, 125, c'est bien ce que tu dis, Mathieu, 125 ans d'expérience. Donc, on va puiser peut-être dans 2 ou 3 de ces années-là à la fin de la présentation pour vraiment avoir des cas peut-être un peu plus concrets que ce que je pourrais présenter. Donc, sans plus tarder, eh bien, commençons. Quand on parle de protéger ces données sensibles, le réflexe est toujours de se dire, si mes données sensibles vont couler sur Internet, ben, ça va probablement être à travers ou sur le dark web. Et ici, le dark web, en fait, on a souvent l'impression que c'est cette espèce d'endroit extrêmement sombre, caché, où on ne peut pas facilement accéder. Mais dans les faits, ce qu'il faut comprendre, le dark web, c'est uniquement un canal de communication qui permet aux gens de communiquer entre eux de manière anonyme. Et ici, si je vous ai mis un sous-marin, en fait, c'est pour une raison très simple, c'est en fait que le dark web, c'était une invention de l'armée américaine qui voulait que ses espions soient capables de communiquer avec les États-Unis de manière sécuritaire et surtout anonyme dans des milieux hostiles. Et donc, ce réseau-là a été ouvert à la planète entière pour essayer de camoufler justement ces communications un peu plus militaires, disons. Et les délinquants, mais aujourd'hui, évidemment, vont l'utiliser, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui ont des raisons tout à fait légitimes de l'utiliser. Et donc, on a souvent ce réflexe de se dire, bon, ben, si mes données coulent, s'il y a un hacker qui rentre chez moi, qui essaie de voler mes données sensibles, ces données-là vont passer sur ou à travers le dark web. Et oui, c'est vrai jusqu'à un certain point, mais c'est important aussi d'avoir une vue beaucoup plus globale. Et je pense que Mathieu pourra peut-être en parler un peu plus tard dans sa présentation. Mais tout ce qu'on trouve sur le dark web, bien souvent, va aussi se retrouver sur l'Internet. Et donc, c'est assez difficile de nos jours
toujours de faire une distinction entre qu'est-ce qui est dark web, qu'est-ce qui est clear web, qu'est-ce qui est l'Internet de surface, si on veut. Bien souvent, en fait, quand on va aller en ligne, on va parler donc du souterrain ou des communautés criminelles. Et parfois, elles vont être un peu plus anonymes, donc elles vont utiliser le dark web. Parfois, elles ne seront pas anonymes, mais on va parler plus d'Internet de surface. Mais dans les deux cas, on parle beaucoup donc des mêmes communautés illicites qui sont en ligne. Et ces communautés, justement, ben, on essaye de les comprendre et l'important, en fait, c'est d'être au courant de qu'est-ce qui se passe dans ces communautés-là, parce que ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que j'ai été attaqué? Est-ce que quelqu'un a réussi à dérober mes données? Et ici, en fait, quand on va s'intéresser à cette question-là, on va se rendre compte que on va parler de menaces donc qu'on pourrait qualifier d'externes. Et dans ce cas-ci, quand on parle de menaces externes, ben, on va parler en fait de quatre choses relativement précises. On va parler donc de vulnérabilité technique. Je pense qu'on en a entendu beaucoup parler au cours des dernières semaines, que ce soit Microsoft ou que ce soit d'autres compagnies qui ont été victimes de ces attaques-là. Et évidemment, quand on est une entreprise et qu'on cherche à comprendre ou à protéger ses données, ben, on n'est jamais à l'abri de ces vulnérabilités techniques-là qui peuvent permettre aux hackers de rentrer chez nous. La deuxième chose, évidemment, ben, vous le savez tous, c'est l'hameçonnage, donc de recevoir des courriers avec lesquels il va y avoir soit un malware ou soit un lien vers un site qui va infecter nos ordinateurs. On va avoir des attaques contre la chaîne d'approvisionnement. Donc, quand on va essayer de télécharger un logiciel, et dans le cas de SolarWinds, il semble que c'était bien le cas, on va downloader une mise à jour qui va infecter nos systèmes. Ou encore, ben, on va avoir des comptes légitimes de notre entreprise qui vont être compromis, soit parce que les acteurs malicieux vont deviner quel est notre mot de passe, ou soit tout simplement, en fait, parce que les informations vont couler en ligne. Et donc, quand on essaie de comprendre un peu contre quoi on se bat, quand on essaie de protéger ces données, il faut voir qu'il y a un petit peu ces quatre menaces-là qui vont venir vers nous. Et évidemment, une des choses vers lesquelles ou sur lesquelles on a beaucoup réfléchi, nous, chez Fleur, c'est de se dire, ben oui, tout à fait, il y a des acteurs malicieux qui essayent de rentrer dans vos systèmes pour essayer de voler les informations. Mais de l'autre côté, il y a aussi certains employés qui peuvent, de manière informelle ou en fait sans le vouloir, couler des informations et qui peuvent ensuite mener à des attaques contre vos données personnelles et vos données d'entreprise. Et ici, bien évidemment, on voit qu'il y a deux phénomènes qui sont particulièrement importants. Premièrement, on a donc la mauvaise utilisation des services dans le cloud. Donc, ça peut être un utilisateur qui va se dire, ah, ben moi, mon employeur ne me donne pas accès à Dropbox. Et moi, ben, de par moi-même, je crée un compte et je vais partager des documents d'entreprise à travers ce service-là, parce que c'est tellement plus pratique que les services que mon employeur me donne. Et ici, il faut toujours faire attention parce qu'on n'a pas nécessairement une bonne connaissance des systèmes et on peut couler des informations qui vont ensuite être utilisées dans des attaques. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi donc une mauvaise configuration des services dans le cloud. Donc ici, on va avoir des gens, des IT, qui vont essayer de configurer des systèmes, mais qui n'ont peut-être pas les connaissances nécessaires, qui vont être trop pressés. On a publié un blog post récemment, justement, quand Docker a fait son grand changement de politique. On se rend compte qu'on doit opérer dans l'urgence et à partir de là, ça peut créer des opportunités pour les délinquants. Et donc, ici, le but, en fait, c'est de comprendre par où les délinquants peuvent rentrer. Donc, quels sont les vecteurs d'attaque? Et ici, on parle donc de vecteurs d'attaque externes, mais aussi de vecteurs d'attaque internes, donc créés par nos propres employés. Et tout ça, en fait, ça va amener à quoi? Mais ça va amener évidemment à des fuites de données. Et quand on parle de DRP, de Digital Risk Protection, ici, on va essayer donc de parler de méthodes ou de techniques qui vont essayer de protéger nos données confidentielles, de protéger notre image de marque. Et donc, ici, je vous ai mis quelques exemples, en fait, d'objectifs qu'on peut avoir, de choses qu'on essaie de faire avec justement le DRP. Et évidemment, ben, on essaye de détecter dans bien des cas, donc, les données qui pourraient avoir coulé, mais on va essayer de détecter également donc toutes les attaques face à notre marque et aussi de voir est-ce qu'il y a donc des comptes qui ont été compromis chez nous. Et donc, c'est quand même un assez gros défi de se dire qu'on a toutes ces menaces externes-là, on a toutes les menaces qui proviennent même de l'interne aussi, et notre objectif à nous, c'est de se dire comment est-ce que je suis capable de me protéger contre tout ça.
Et c'est ici, en fait, où un outil comme Firework, qui a été développé par Flare Systems, peut être extrêmement utile pour vous et vous aider donc à avoir une meilleure connaissance de qu'est-ce qui se passe, qui sont les attaquants et comment est-ce qu'on peut les prévenir. Et évidemment, tout ça, mais ça s'intègre dans un écosystème de sécurité. Puis Mathieu, justement, pourra en parler un peu plus à travers les services qu'Infidem offre et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ou mettre à profit ce genre d'outils-là. Et donc, je vous dirais que pour les plus geeks d'entre vous, comment est-ce que Firework fonctionne? Ben, ça a l'air un peu compliqué avec ce graphique, mais ça reste quand même relativement simple. L'objectif derrière, en fait, un outil comme Firework, c'est de comprendre et de surveiller tout ce qui se passe en ligne dans le souterrain criminel pour ensuite rapporter ça aux clients pour les informer de quelles sont les menaces qui s'attaquent à eux. Et donc, évidemment, ici, il y a tout un processus, premièrement, de collecte de données qui va se faire pour comprendre quelles sont ces menaces. Ensuite, il va y avoir tout un service ou en fait un processus pour nettoyer les données, pour être capable de les prioriser. Et je vais vous donner des exemples dans quelques instants. Et ensuite, tout un système, donc, pour communiquer cette information-là aux différents clients. Et que ce soit Firework, que ce soit un autre système, peu importe, on se rend compte qu'il y a énormément de défis. Premièrement, en fait, avec la collecte de données, simplement parce que des forums de hackers, de pirates informatiques, de fraudeurs, il y en a un nombre extrêmement important. Et donc, quand on fait notre travail, évidemment, il y a toujours un labeur assez manuel à chaque fois qu'on veut s'intéresser à une nouvelle source. Mais de plus en plus, en fait, on va se tourner, par exemple, vers des outils d'apprentissage machine pour étendre la collecte. Et ici, je vous donne un exemple qui, j'en conviens, où il y a beaucoup d'informations, mais en gros, ce qu'on voit dans la section gauche de la slide, c'est un forum typique comme on peut en trouver en fait des dizaines, des centaines ou même des milliers sur l'Internet ou le Dark Web. Et à droite, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve une catégorisation qui a été faite automatiquement par l'apprentissage machine, donc une extraction des données de cette page-là qu'on peut ensuite insérer dans nos systèmes. Et évidemment, ici, le nerf de la guerre, c'est toujours de se dire, est-ce qu'on est capable de couvrir tous les endroits où les acteurs malicieux sont? Ben, si on doit développer une solution qui doit s'adapter à chacune des sources, à chacun des sites où on veut chercher des informations, ça peut être assez compliqué. Et le nerf de la guerre, puis un peu ce qu'on est en train de développer chez nous et qu'on met en application, c'est donc justement de développer des outils qui sont beaucoup plus automatisés et intelligents pour lui dire, voici un forum, à partir de maintenant, j'aimerais que tu fasses la collecte de manière automatisée. Et partant de là, mais ça va nous amener où? Ça va nous amener donc à offrir une protection contre les menaces externes. Et la première chose qu'on va faire, ça va toujours être donc de réduire la surface d'attaque. Et donc, quand on commence à utiliser un service, par exemple, de DRP, le premier objectif, c'est de faire un peu de table rase puis de voir qu'est-ce qui se passe en ligne, qu'est-ce que les gens disent de moi. Et donc, le premier objectif, comme on peut voir à gauche, par exemple, ça peut être de comprendre quelles sont mes machines qui sont exposées publiquement, quels sont mes services, quels sont les noms de domaines qui sont publics. Et donc, on va commencer par faire un premier ménage pour essayer d'éliminer un peu le superflu et comprendre, donc, est-ce que j'ai des actifs qui sont en ligne et qui ne devraient pas l'être, qui ne devraient pas être détectés. La deuxième chose qu'on va essayer de faire, ça va être de surveiller notre surface d'attaque. Donc, évidemment, n'importe quelle compagnie doit avoir une vitrine, doit être visible en ligne. Et partant de là, donc, on va la surveiller à travers différentes alertes. Et ici, je vous montre un exemple, par exemple, de GitHub, où des développeurs vont publier du code à tous les jours. Mais d'avoir un service qui va passer au travers de tout le code GitHub qui est publié pour essayer de trouver des noms d'utilisateurs et des mots de passe qui appartiennent à votre compagnie, ben, ça a une valeur incroyable. Et donc, on va essayer de surveiller la surface d'attaque. Et ensuite, la troisième chose, ça va être d'identifier puis de surveiller les menaces. Donc, ici, évidemment, ça va être de comprendre, est-ce qu'il y a des gens qui mentionnent mon entreprise, qui mentionnent le nom de mes dirigeants, qui mentionnent les différents noms de domaines, les différentes adresses IP, les infrastructures qu'on peut avoir dans notre compagnie. Et le but, ça va être donc de les mettre un peu sous écoute et de voir s'il n'y a pas des informations qui pourraient nous indiquer qu'il y a une compromission, qu'une attaque s'en vient, et ensuite essayer, en basant finalement sur l'expérience des gens comme Mathieu, de vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut se protéger face à ces attaques-là.
Et tout ça, ça se fait de manière très continue, donc 365 jours par année, et évidemment de manière un peu plus épisodique. On est capable de bonifier des évaluations de sécurité que vous pouvez faire avec finalement des pen testing, des tests d'intrusion ou autres tout au courant de l'année. Et donc, quand on regarde le produit peut-être de manière un peu plus précise, tout, je vous dirais, passe, ou la plupart des actions passent donc par des identifiants. Donc, des identifiants, ça va être des ressources qu'on veut mettre sous écoute. Et ici, vous avez vu dans le petit menu qu'on a plusieurs types d'identifiants qu'on peut créer. Ça peut être des noms de domaines, des noms de personnes, ça peut être des numéros de carte de crédit, ça peut même être juste des mots-clés qu'on aimerait avoir. Et on est capable de choisir, donc, dans quel endroit de l'Internet et du souterrain criminel est-ce qu'on veut faire nos recherches. Et donc, vous avez vu un petit peu plus haut que je montrais, par exemple, est-ce qu'on va aller voir dans l'open web, donc l'Internet qui est ouvert? Est-ce qu'on va aller voir dans les réseaux illicites? Est-ce qu'on va aller voir dans les mots de passe qui ont coulé ou même dans les noms de domaine? Et on est capable donc de mettre des identifiants en place pour nous alerter en temps réel quand il y a une information, quand il y a un incident qui va être détecté. Et évidemment, tout ça, mais ça va être envoyé en fait dans des alertes. Et c'est un peu le nerf de la guerre ici, de se dire qu'on n'a pas un service de plus à gérer. Le but est vraiment d'être en mode où on va recevoir des alertes qu'on va être capable de gérer. Et vous voyez ici dans les alertes en bleu, en bas à droite de chacune des petites cartes qu'on envoie par courriel, qu'il y a une espèce de classification qui va être faite et qui va permettre donc aux gens de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut communiquer comme information et de réagir face à ces alertes-là. Maintenant, on peut avoir une vue peut-être un petit peu plus d'ensemble et on est capable de générer des rapports qui vont nous permettre de comprendre comment est-ce qu'une situation peut évoluer dans le temps. Donc, ça va être de voir, par exemple, est-ce qu'on a eu beaucoup d'alertes dans le temps? Est-ce que les alertes augmentent, diminuent? Ces genres d'informations qui sont quand même assez importantes d'un point de vue stratégique. Et on va voir aussi des exemples, donc, pour voir quelles sont les sources d'attaques qui sont les plus importantes pour nous, quels sont les acteurs qui sont les plus actifs et qui veulent s'attaquer à nous. Et tout ça, ça nous permet, en fait, à travers une interface en ligne, de comprendre et d'avoir une meilleure appréhension un peu plus qualitative des attaques qui viennent vers nous. Donc, la base est vraiment d'avoir un processus qui est aussi automatisé que possible pour comprendre qu'est-ce qui se passe donc sur le long terme, mais qu'on soit capable d'aller fouiller aussi par rapport aux acteurs. Et ici, évidemment, on va mettre en place donc une évaluation puis une prioritisation des informations ou des alertes qui vont être envoyées. Et le but est vraiment d'essayer d'aider les compagnies à comprendre qu'est-ce qui est extrêmement important. Et ici, c'est un peu l'analogie qu'on peut prendre avec Google. Donc, ça veut dire que quand on va mettre une recherche dans Google, Google, en fait, on était vraiment heureux, il y a peut-être 20 ans de ça, de recevoir 2,5 milliards de résultats en 0,1 seconde. Mais quelque part, qu'on ait 10 résultats ou qu'on ait 0,5 résultats, l'important, c'est d'avoir la bonne information qu'on en a besoin. Et donc, une chose sur laquelle on a mis beaucoup d'efforts et dans laquelle on a investi beaucoup d'énergie, c'est vraiment d'être capable donc d'identifier qu'est-ce qui est un risque ou une menace de niveau élevé, dans notre cas, une cote numéro 5 rouge, ou quelque chose qui n'est pas nécessairement extrêmement important ou dommageable. On peut penser donc à un score ou à un niveau de 1. Et ici, ça peut être, par exemple, quand on va penser à un score de niveau 1, ça peut être donc quelqu'un qui publie sur Internet une liste de sites web. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'impact pour la réputation ou pour les données d'une entreprise. Mais à l'inverse, quand on va penser qu'il y a, par exemple, une fuite de données avec des noms d'utilisateurs et des mots de passe, c'est là où on commence à s'inquiéter beaucoup plus. Et c'est le genre d'alerte où on est capable et on aide nos clients à dire, vous devriez traiter nos alertes numéro 5 immédiatement et des choses de plus bas niveau peut-être un peu plus lentement. Et donc, quand on utilise ou quand on regarde un peu un outil comme Fireworks, un aperçu extrêmement rapide que je viens juste de faire, le but est vraiment d'être capable de comprendre quelles sont les menaces externes, est-ce que mes propres employés ont coulé des informations et ensuite de mettre en place des alertes pour être capable de gérer les incidents en temps réel quand ils surviennent. Évidemment, ici, pour faire ça, vous n'êtes vraiment pas seul pour y arriver. Et c'est ici, on va avoir des services, en fait, des compagnies comme Mathieu, qui vont vraiment donc venir aider les entreprises et les compagnies, donc, à augmenter encore plus leur sécurité. Alors, Mathieu, si tu veux, je vais peut-être contrôler ton PowerPoint, juste me dire quand tu es prêt à changer de slide, puis je pourrais être ton DJ des slides pour les prochaines minutes.
J'ai toujours rêvé de t'avoir comme adjointe. Ah, Ça me fait plaisir, surtout avec les cheveux gris après 125 ans de métier. Vous voyez tout ce c'est que ça. je mets ma degradation formula pour tenir ma teinte de gris au plus pâle possible. Donc, effectivement, les services gérés, mais on va parler en fait de SOC, de centres de surveillance, parce qu'il y a des entreprises qui ont leur propre centre de surveillance à l'interne, qui ont la capacité de se permettre ça. Mais forcément, la forte majorité des entreprises n'ont pas cette capacité-là de regrouper un nombre d'experts dédiés à la surveillance. Donc, un SOC, je pense que tout le monde aujourd'hui autour de nous, là, présentement, là, je parle sur l'appel, savent à peu près c'est quoi, savent c'est quoi. Ils en ont peut-être déjà un, ils font peut-être déjà partie d'un SOC. Il y a différentes composantes. Mais l'idée principale d'un centre de surveillance, c'est de surveiller à 360 degrés ce qui se passe, ce que David nous a bien défini comme étant la surface d'attaque. Il y a bien entendu un très gros enjeu dans l'évolution des technologies des dernières années, c'est que notre surface d'attaque s'élargit année après année. Notre surface d'attaque, en fait, notre périmètre a fondu comme neige au soleil. Et aujourd'hui, bien, les entreprises ont à gérer toutes sortes de technologies réparties un peu partout sur le cloud, dans leur infrastructure, peut-être même dans leur usine, du IoT, du OT. Et donc, cette surface d'attaque-là peut être de très petite pour peut-être les plus petites organisations à très grande selon comment est-ce qu'on est équipé, selon comment est-ce qu'on opère. Toujours est-il que la surveillance en soi, c'est quoi? C'est recevoir les alertes de différents systèmes pour emmener ça à des analystes, essayer d'automatiser le plus possible. Alors, on va parler de technologies aujourd'hui comme le SOAR, donc qui sont les systèmes d'automatisation d'alertage et de réponse. Mais il y a des fonctions critiques dans un SOC qui touchent le threat hunting, donc la capacité de faire la chasse à la menace. J'ai toujours détesté en français ce terme. En anglais, il me semble qu'il sonne pas mal mieux. Threat hunting, ça a l'air plus méchant. Donc, ils vont partir vraiment à l'intérieur des systèmes à la recherche d'indices de compromission ou d'indices le plus tôt possible avant qu'une attaque se déclenche. Et tout ça est mené par des systèmes de threat intelligence. Et bien entendu, on va ensuite mettre en place les processus de réponse aux incidents, d'incidents simples, faciles à répondre, et d'incidents plus complexes avec tout le containment. Mais aujourd'hui, les SOC qui soient impartis à notre équipe, par exemple, ou qui soient internalisés pour peut-être certains d'entre vous, le défi repose toujours sur les compétences qu'on apporte. Donc, les gens, ça prend dans un SOC multiples compétences sur toutes sortes de technologies différentes, puis sur différents angles, comme on voit dans le graphique. Ça prend les processus, les bons processus, des processus qu'on va être en mesure d'automatiser le plus possible. Pourquoi? Parce qu'on veut, bien entendu, optimiser nos ressources humaines qu'on vient juste de parler. Et ça prend les bons outils pour œuvrer à tous ces niveaux-là. Et Flare vient vraiment, justement, compléter l'ensemble des outils qu'on doit utiliser dans un SOC pour être performant et pour venir nous donner un angle, une vision sur des choses qui se passent qui vont venir alimenter notre capacité de détecter les réponses. Alors Manon, prochaine slide. Le Threat Intelligence, c'est donc une des composantes essentielles. Je catégorise personnellement FLIR dans une espèce de grand domaine de Threat Intelligence. Honnêtement, je n'ai pas fait de débat avec des experts, ça rentre-tu là-dedans ou pas? David, peut-être qu'il aura son opinion, mais pour moi, ça vient enrichir l'intelligence d'un SOC. En surveillant ce qui se passe à deux niveaux, comme David nous a expliqué, ce qui peut se passer dans le dark web et ce qui peut se passer dans le clear web. Un des premiers use cases qui va venir alimenter notre threat intelligence en mode préventif, bien entendu en mode de détection préventif, ça va être les fuites de données qui pourraient impliquer des codes d'utilisateurs, des emails d'utilisateurs de notre organisation, avec des mots de passe, bien entendu. Alors ça, c'est une des façons qu'on voit régulièrement des attaquants d'entrer dans des réseaux
pas plus tard que la semaine dernière, on était sur un incident chez un client pour lequel c'est exactement la faille qui est exploitée. Code d'utilisateur, un mot de passe, réutilisé par l'utilisateur à quelque part sur le web qui a fuité dans un incident, dans un breach qui n'était pas du tout relié à l'organisation, qui s'est retrouvé sur le dark web et ce username password-là a été réutilisé par des attaquants pour s'infiltrer dans leur réseau à travers un VPN. Donc, l'organisation, bien protégée, met en place les bons mécanismes et se fait attraper par un simple username password qui a fuité, qui a été réutilisé et qui a donné un accès à des pirates avec des groupes criminalisés qui ont bien entendu transformé cette opportunité-là en opportunité de ransomware. Donc, c'est vraiment des dossiers concrets qu'on voit. Et Flare, c'est un des grands bénéfices qu'il apporte, c'est d'avoir une visibilité sur ce type d'enjeu-là avant qu'un groupe criminel puisse mettre la main dessus. Alors, si on est capable de le savoir, on va réagir et à ce moment-là, on va tout simplement imposer un changement de mot de passe ou on va mettre en place un système de double facteur d'authentification. Alors, Manon? Oui, tu peux aussi, je pense qu'il y a deux, trois, peut-être un autre coup, là. Ah non, là, ça va. Bizarrement, il manque des choses, mais c'est pas grave. Le message est là. Ce qu'on veut passer ici comme message, c'est que, bien entendu, qu'on veut surveiller, et ce qui est le plus dur à surveiller, parce qu'il y a, bien entendu, on va surveiller nos systèmes qu'on connaît, nos systèmes pour lesquels on va avoir des patterns d'attaque, on va avoir peut-être des IOC, des indices de compromission. Donc, ça, c'est des choses qu'on sait qui existent. On est feedé par du threat intel, on est feedé par notre connaissance de notre réseau, etc. Mais bien entendu, lorsqu'on le regarde d'un point de vue d'un attaquant, on a toujours un blind spot, donc on a toujours un angle mort de choses qu'on a de la difficulté à surveiller. Le deuxième scénario, David vous en a parlé brièvement, donc tout simplement une utilisation courante d'un GitHub qui va être utilisé par des équipes de développement interne ou externe sur des outils, sur des systèmes qu'on utilise, qu'on déploie, qu'on développe. Eh bien, le fait d'utiliser GitHub peut emmener une source d'attaque si on ne fait pas attention aux secrets qu'on va partager et surtout les secrets qu'on va partager de façon publique par inadvertance. Ça, c'est le deuxième use case qu'on voit souvent dans les firmes qu'on va surveiller avec nos managed services. Donc, c'est une utilisation courante, tout à fait légitime, tout à fait autorisée, mais qui, tout simplement, par inadvertance, par erreur humaine, ou des fois, on peut le dire, par paresse de nos amis les développeurs, eh bien, on va se retrouver dans une situation qu'on va s'exposer à moyen et long terme. Alors, si on est capable de l'attraper avec un système comme Fireworks, on vient couvrir une partie de nos angles morts. Manon? Alors, on surveille dans l'espoir qu'il n'y a jamais rien qui va nous arriver puis qu'on va attraper les scénarios d'incidents avant qu'ils soient trop graves. Cependant, une de nos équipes, nous spécialisées en réponse aux incidents, on s'aperçoit que c'est jamais possible, c'est très humain. Il n'y a jamais personne d'attraper tout à 100% avant qu'il soit trop tard. Et on le voit publiquement. On voit régulièrement des grandes sociétés qui sont équipées, qui ont des budgets, qui investissent, qui ont des gens compétents, qui ont des processus, qui se font attraper parce que c'est un combat qui est infini, toujours entre le chat et la souris. Donc, si on prend pour acquis qu'un jour ou l'autre, on va se faire attraper, alors il faut être prêt, bien entendu, dans notre SOC, à faire face à des situations comme celle-là. Et là, encore là, il y a plein de processus, il y a plein de compétences auxquelles il faut faire appel. Mais pour aujourd'hui, je voulais vous parler de nous, l'utilisation qu'on fait d'un Flare Fireworks dans un contexte de réponse à un incident. Dans un contexte de réponse à un incident, il faut comprendre qu'on intervient souvent dans des compagnies qu'on ne connaît pas. On ne connaît ni l'environnement technologique, ni leur passé, ni des études. Donc, on apprend à découvrir à l'intérieur d'une réponse aux incidents. Et dans ce contexte-là, on utilise énormément
ce qu'on peut voir sur le dark web, ce qu'on peut voir dans les forums de discussion avec Fireworks, ce qu'on peut voir s'il y a déjà de l'information qui a fuité. Et on peut surveiller également, dans un cas de ransomware, si les attaquants, donc les groupes criminels derrière le rançongiciel, sont en train de divulguer de l'information ou non, ce qui est à peu près assuré aujourd'hui avec les techniques derrière le ransomware. Donc, ça va venir vraiment compléter notre équipe en nous donnant une vue et en guidant à ce moment-là l'équipe de réponse aux incidents sur des interventions et sur des indices de qu'est-ce qui a pu se passer avant qu'on arrive à l'incident en soi. Alors, c'est un troisième vecteur d'utilisation pour nous. David? Donc, en résumé, de notre côté, il y aurait encore plein de choses à dire. On avait 30 minutes. Ce que vous avez à retenir, 2 logos Infidem. Maintenant, je pourrais même vous dire 3 logos. Alors, 2 logos québécois, Infidem Forensic, maintenant, maintenant membre du groupe Atos International. Alors, troisième joueur mondial Atos en cybersécurité, présent dans 73 pays. Plein de choses à vous dire là-dessus. Si vous avez envie d'en savoir plus, lâchez-nous un coup de fil, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. En attendant de voir si on a quelques questions de l'audience qui rentrent, moi, j'avais le goût de te demander, en fait, on pense souvent qu'au Québec, on n'est peut-être pas assez important, qu'on est peut-être protégé justement de ces hackers un peu internationaux. Dans les enquêtes que vous faites, est-ce que vous trouvez souvent des mentions compagnies québécoises? En gros, est-ce que finalement, on peut se dire, est-ce que le Dark Web, en fait, est même québécois aussi? Écoutez, si vous prenez statistiquement, on maintient des statistiques sur les incidents sur lesquels on répond. Et je crois que, si ma mémoire est bonne, là, dans les 2 dernières années, on a couvert 167 incidents de compagnies essentiellement québécoises. Donc, ça vous donne une idée. Ça, c'est seulement ce que notre équipe a couvert. Il y a d'autres équipes d'intervention, il y a d'autres. Alors, ça vous donne une perspective. Ce qu'on voit, c'est que les groupes criminels n'en font pas de différence. De leur côté, une entreprise québécoise, canadienne, américaine, française, allemande, il n'y a aucune différence. Une fois qu'ils ont une entrée dans un système, ce qu'ils veulent, c'est le monétiser. Donc, ça, c'est du point de vue du groupe criminel. Mais quand on le regarde de l'autre point de vue, David, ce que tu apportais, il y a toute la notion d'erreur humaine où, dans certains cas, à faible pourcentage, si on prend le nombre total d'employés, il y a des employés qui vont décider de franchir la frontière. On l'a vu dans des cas publics aussi. Puis ça touche tous les types d'industries. Donc, on voit de tous les scénarios et à plusieurs reprises par semaine et par mois. Ouais, puis écoute, il y a quelqu'un dans mon entourage qui va rester anonyme, mais dont la compagnie bloquait, par exemple, l'utilisation de Dropbox. Et quand elle a reçu son laptop de travail après l'avoir fait réparer, ils avaient oublié de bloquer Dropbox et là, elle a commencé à échanger les documents de Dropbox. Et c'est un peu une espèce de pente descendante ou la pente glissante où on peut tomber puis finalement couler des informations publiques. Puis c'est quelque chose qu'on voit, je suppose, couramment aussi, là, cette espèce de fuite de l'interne. Ben écoute, on n'a pas encore de questions, donc écoute, moi j'aimerais te remercier beaucoup, puis Flare System est vraiment heureux donc de s'associer justement avec Infidem, puis maintenant avec même une maison mère internationale et globale, et ça nous fera plaisir en fait de répondre à vos questions et de vous aider justement à comprendre pourquoi est-ce que c'est important de surveiller nos informations. Comment est-ce qu'on peut le faire? Je pense qu'on a eu donc une bonne évaluation puis une bonne idée aujourd'hui. Puis en fait, si le pire arrive, bon, c'est toujours que Mathieu va être là pour venir vous aider puis vous soutenir puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut remédier à la situation le plus rapidement possible. Donc, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. On se parle bientôt. Merci.